Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo à propos de l'éducation à l'esprit critique dans toutes les disciplines d'enseignement qui a pour objectif de vous donner quelques bases théoriques et indications de méthodologie à partir du rapport du groupe de travail numéro 8 du Conseil scientifique de l'éducation nationale ainsi que du parcours magistère Mallette Esprit Critique accessible en auto-inscription. Vous pourrez retrouver ces ressources en flashant les QR codes affichés à l'écran ou via les liens disponibles en description de la vidéo. Je suis Harry Boigniche, IAIPR d'anglais dans l'Académie de Toulouse et vous accompagnerai tout au long de cette vidéo. Commençons tout d'abord par les mécanismes cognitifs mis en jeu lors de l'exercice de l'esprit critique. Il existe deux façons de connaître le monde, soit via nos propres sens et donc nos propres observations et expériences, soit en dépendant du témoignage d'autres personnes. Par exemple, le fait que la Terre est ronde, ou bien qu'il y a la guerre dans une autre partie du monde, à moins d'être astronaute ou grand reporter, vous a très probablement été rapporté par quelqu'un d'autre. La proportion de connaissances rapportées par d'autres personnes est en réalité beaucoup plus importante que celle que nous expérimentons directement, ce qui fait que l'être humain est forcément en situation de dépendance épistémique, c'est-à-dire qu'il dépend des autres pour savoir. La connaissance a donc une caractéristique sociale. Cette dépendance expose de facto à un risque de faux témoignage, qu'il soit intentionnel ou non, ce qui induit deux conséquences dans la recherche d'une connaissance exacte. Il est nécessaire pour chacun de gérer l'incertitude générée par la possibilité de ces faux témoignages, et il est également important d'éviter l'erreur potentielle. Gérer l'incertitude, ça tombe bien, car notre cerveau est un organe rompu à cela, ce qu'il fait constamment et de façon majoritairement inconsciente lors de la perception de notre environnement, de l'envoi de commandes motrices et d'ajustements subséquents des mouvements corporels, de prise de décision, etc. Pour ce qui est de l'évaluation d'une information, cette gestion de l'incertitude fonctionne de la façon suivante. En combinant des indices perceptuels provenant des sens, ainsi que des connaissances préalables mobilisables sur le sujet, également appelées connaissances a priori, nous formons un jugement, une croyance, une opinion. À la suite de cela, se met en place une régulation de ce jugement, cette croyance ou cette opinion, par apprentissage via un mécanisme de régulation bayésienne, selon lequel la preuve ne détermine pas la croyance mais la met seulement à jour. En effet, si peu de signaux discordants parviennent par la suite, c'est-à-dire que le signal d'erreur est faible, alors la confiance en notre jugement initial est confortée et nous sommes incités à maintenir notre croyance. Ainsi, dans le domaine afférent à cette croyance ou ce jugement, et dans ces circonstances, il n'y aura pas d'apprentissage nouveau. S'il y a en revanche accumulation de contradictions avec la prédiction initiale, c'est-à-dire que le signal d'erreur est important, nous sommes mis en situation de doute et incités à réviser notre jugement initial, voire à remplacer totalement notre opinion ou croyance précédente. C'est lors de ces occasions que les mécanismes d'apprentissage peuvent être mis en mouvement afin de forger un nouveau jugement ou une nouvelle opinion plus robuste. Est-ce à dire, d'un point de vue pédagogique, que faire douter les élèves est la solution miracle pour favoriser les apprentissages ? La réponse est non, bien sûr. Le doute excessif nous provoque de très fortes émotions que nous gérons très mal, et nous n'avons ainsi de cesse de mettre en place des mécanismes alternatifs très délétères pour réduire ces émotions et ce doute instantanément. Soit nous déconsidérons toute information externe nous parvenant par l'intermédiaire des sens pour ne plus nous concentrer que sur nos connaissances a priori, ce qui équivaut à un repli et un enfermement dans les croyances que nous avons établies et qui a pour conséquence de ne plus permettre aucune mise à jour de nos connaissances, soit nous déconsidérons totalement les croyances et connaissances personnelles acquises précédemment pour ne prendre en compte que des informations provenant de l'extérieur, quelles qu'elles soient, sans apprécier la fiabilité des informations accueillies, ce qui équivaut à un épisode de crédulité totale. En outre, la mise en question de toute opinion ou croyance personnelle peut également mener au sentiment qu'aucune connaissance n'est valable ou ne mérite d'être apprise. Concentrons-nous maintenant sur les mécanismes qui nous permettent d'éviter l'erreur. Ceux-ci se développent très tôt et, dès 4 ans, on constate déjà qu'un enfant accorde davantage de crédit à sa propre perception qu'au témoignage d'une autre personne.
Au même âge, lorsqu'il doit juger de la crédibilité de l'un ou l'autre de deux informateurs qui se contredisent, un enfant est capable de prendre en compte des critères comme la connaissance, l'expertise et la fiabilité passée de chacun de ces informateurs pour éviter d'apprendre d'une source non fiable. Cette vigilance épistémique n'est pourtant pas à toute épreuve, et il est intéressant d'avoir conscience de ses limites. Nous avons tendance à accorder notre confiance, parfois à tort, en nous basant sur des indices épistémiques, c'est-à-dire que nous faisons davantage confiance à quelqu'un s'il a été fiable par le passé, et des indices sociaux, c'est-à-dire que nous accordons davantage notre confiance à quelqu'un qui nous ressemble selon une règle d'homophilie. Ces comportements sont le fruit de milliers d'années d'évolution de l'espèce humaine et de son fonctionnement grégaire, évolution qui a d'ailleurs également façonné le fonctionnement de nos propres cerveaux, loin d'être infaillibles eux aussi. Il a en effet été établi que notre cerveau est sujet à des biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs ou des distorsions systématiques et prévisibles, et ceux-ci sont nombreux. Presque 200 biais ont ainsi été dénombrés. Ils n'interviennent de surcroît pas au même moment dans le processus pendant lequel les informations d'une situation donnée sont traitées pour aboutir à une décision ou un comportement. À l'entrée de l'information dans le système cognitif peuvent survenir des biais perceptifs et attentionnels dans lesquels l'intégralité de l'information parvient depuis le système perceptif au cerveau, mais où celui-ci se focalise sur certaines parties de cette information au détriment d'autres. La phase de traitement de l'information elle-même peut être affectée par des biais de type cognitif et émotionnel. Enfin, lors de la sélection de la réponse à émettre vers l'extérieur, des biais dits socio-normatifs peuvent intervenir. Même après l'analyse solide d'une information intacte, le comportement ou la décision peut s'éloigner de la vérité ou de l'exactitude afin de permettre le maintien d'une bonne image de soi ou auprès d'un groupe de pairs. Certaines situations sont propices à la manifestation de ces biais cognitifs, notamment les situations de manque d'informations ou de connaissances, qui peuvent également relever de nos capacités cognitives limitées ou de notre fatigue, les situations d'urgence, qui nécessitent une réaction rapide, les situations sociales, où il est nécessaire de montrer son appartenance à un groupe. On peut déduire de ces situations problématiques 3 grandes catégories de biais. Ceux qui consistent à extrapoler des informations, ceux qui consistent à simplifier des informations trop complexes ou trop nombreuses, ceux qui font entrer dans l'équation rationnelle des éléments de motivation personnelle. Comme elle encourage l'auto-évaluation et l'autocorrection dans le contexte d'un traitement analytique de l'information, la connaissance de ces biais cognitifs est intéressante. Et vous en trouverez une liste certes non exhaustive mais sourcée, explicitée et exemplifiée sur le site accessible grâce au QR code affiché à l'écran dont le lien est disponible en description de la vidéo. Il faut cependant garder à l'esprit que la connaissance de ces biais ne prémunit aucunement contre eux, car, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ils sont le fruit d'une adaptation de longue date de notre espèce à des réalités biologiques. Le cerveau étant extrêmement énergivore, tout ce qui peut contribuer à réduire la consommation d'énergie est mis en œuvre, et social. L'homme étant un animal grégaire, il interagit donc constamment avec ses congénères et doit s'efforcer de maintenir de bonnes relations avec eux. Connaître son propre fonctionnement cognitif pourrait d'ailleurs permettre d'éviter également certaines erreurs. C'est le but de la métacognition, que l'on pourrait définir comme la cognition de la cognition, ou plus exactement comme la cognition des processus mentaux de la cognition. Elle est en réalité, dans les expérimentations en psychologie cognitive, envisagée empiriquement comme un comportement à propos du comportement. La définition de la métacognition serait ainsi un comportement de second ordre dépendant d'autres manifestations comportementales passées ou à venir, ce qui comprend les jugements de confiance quant à sa propre performance. Il est aisé d'imaginer que, dans ces jugements de confiance, des erreurs sont possibles. En effet, de façon assez générale, les débutants se montrent initialement surconfiants avant de passer par une phase de sous-confiance pour enfin aboutir à des prédictions de réussite réalistes. L'objectif est ainsi, in fine, d'obtenir une bonne calibration de la confiance en sa propre performance. Le but est que la confiance soit élevée quand la performance l'est également, et basse quand la performance l'est aussi. On comprend mieux dans l'optique de permettre une évaluation fiable de sa propre performance et face à la possibilité évoquée il y a quelques instants d'erreurs métacognitives,
l'importance d'un feedback externe, sans lequel la confiance ne peut s'établir que sur un jugement subjectif. Ce feedback externe peut provenir des résultats face à la tâche elle-même, ou encore être de nature sociale, issue d'enseignants ou de pairs. Une boucle de rétroaction, appelée en anglais feedback loop, existe ainsi entre jugement de confiance et comportement face à la tâche. Si ce comportement influe sur le jugement de confiance que l'on peut émettre quant à sa propre performance, jugement qu'un feedback externe peut aider à calibrer, cette confiance joue à son tour sur la motivation et le niveau d'effort devant la tâche. Ce tour d'horizon rapide des mécanismes cognitifs à l'œuvre lors de l'exercice de l'esprit critique va maintenant permettre de cadrer plus précisément la notion d'esprit critique elle-même, en commençant par la définition qu'en donne le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui est la capacité à ajuster son niveau de confiance de façon appropriée, dans le but de prendre des décisions ou de faire des choix parmi la masse d'informations, de connaissances et de faits sur lesquels bâtir son opinion. Il s'agit donc en substance d'une confiance bien calibrée et bien placée. Le CESEN met en garde contre de potentielles mésinterprétations de la notion d'esprit critique, qui n'est pas un esprit de critique, résultant en une attitude de vérification à outrance et de méfiance par rapport au savoir ou à l'autorité. Je vous ai dit tout à l'heure que l'état émotionnel fort lié au doute résultait en des mécanismes délétères compromettant le fonctionnement cognitif. Ainsi, si l'on ouvre une porte en provoquant le doute chez les élèves, il sera important de veiller à la refermer afin qu'ils ne basculent pas dans une mécanique complotiste où toute connaissance est systématiquement discréditée. Il ne s'agira en effet pas seulement de déconstruire la confiance des élèves, mais de leur permettre de la construire, ce qui implique de ne pas entretenir chez eux la paranoïa et la crainte de tout. L'esprit critique ne peut non plus être assimilé à une ouverture d'esprit excessive. On veillera ainsi à distinguer connaissances et savoirs des croyances. Enfin, une personne exerçant son esprit critique ne peut s'envisager comme un penseur solitaire. Cela reviendrait à faire fi de la forte interdépendance qui existe entre les humains dans l'acquisition de connaissances, comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Rentrons à présent dans le détail des compétences qui constituent cet esprit critique, afin d'en détailler les composantes. Faire preuve d'esprit critique, c'est savoir évaluer la plausibilité des informations auxquelles on est exposé et leur compatibilité avec ce que l'on sait par ailleurs ou les connaissances acceptées dans le domaine. Dans ce contexte, la présence de connaissances préalables et le niveau d'expertise qu'elles constituent de facto est un prédicteur important de performance. C'est également savoir évaluer la pertinence et le caractère logique des arguments qui sont avancés, la qualité des preuves apportées pour vérifier une affirmation, c'est-à-dire des observations et expériences rigoureuses ou des preuves accumulées, encore appelées faisceaux de preuves, et la fiabilité d'une source. Cette source est-elle identifiée, désintéressée, compétente, convergente avec d'autres ? Enfin, afférente à toutes ces compétences, la métacognition permettra de juger explicitement de son degré de confiance dans ces diverses évaluations. Le CESEN propose quelques pistes d'implémentation pour opérationnaliser dans la classe cette éducation des élèves à l'esprit critique. En effet, l'enjeu d'une telle éducation est un enjeu citoyen et un engagement de société, consistant à mobiliser les connaissances et compétences acquises à l'école pour les transposer dans la vie réelle, notamment face à la manipulation de plus en plus sophistiquée de l'information, qui met d'ailleurs en lumière l'importance de l'exercice de l'esprit critique dans l'éducation aux médias et à l'information. Les objectifs de cette éducation à l'esprit critique reprennent ainsi directement les composantes que je vous ai exposées il y a quelques instants. Il s'agira d'entraîner les élèves à évaluer la plausibilité d'une nouvelle information grâce à la mobilisation, je vous l'ai expliqué, de connaissances de plus en plus fines, reconnaître et identifier des sources fiables, analyser les arguments qui composent une opinion ou une information et notamment leur cohérence, leur pertinence et les preuves sur lesquelles ils s'appuient, développer les connaissances métacognitives des élèves, c'est-à-dire la connaissance de leur fonctionnement cognitif propre. Il ne faut pas sous-estimer dans cette optique les dispositions que l'on pourrait définir comme des états d'esprit favorables au développement de compétences relevant de l'esprit critique que sont la rationalité épistémique, l'humilité intellectuelle et la curiosité et l'ouverture d'esprit qu'il s'agira d'encourager.
Encourager la rationalité consiste à montrer dès que possible l'intérêt à hiérarchiser les types de preuves et à fonder son opinion sur les preuves les plus solides. Encourager l'humilité signifie faire prendre conscience des limites de son raisonnement et de ses facultés cognitives. Attention, si une exposition des biais cognitifs évoqués précédemment peut apparaître pertinente dans ce contexte, il ne s'agira pas de s'y cantonner et ainsi d'ébranler la confiance des élèves dans leur propre cognition en les faisant douter de tout, mais plutôt de mettre à profit la connaissance de ces biais afin de mettre en place des méthodes de tri d'informations aussi fiables que possible. Encourager la curiosité signifie éviter le rejet catégorique ou sommaire d'idées et favoriser la confrontation en passant par la discussion argumentée ou le débat. Le CESEN émet des préconisations quant à des pistes méthodologiques pour l'implémentation de l'éducation à l'esprit critique au sein des enseignements. La première, et peut-être la plus importante, est celle de l'inoculation, qui repose comme un vaccin sur le principe d'une exposition préventive répétée à un argument persuasif affaibli qui, on l'espère, renforcera la résistance contre les manipulations futures. Il ne s'agira ainsi pas du tout de réaliser un cours dans lequel on espérerait outiller les élèves quant à des stratégies leur permettant d'exercer leur esprit critique, mais bien de multiplier les situations d'exercice de l'esprit critique dans des contextes très variés, en évoquant explicitement les compétences et les stratégies mises en œuvre dans une réflexivité assumée. Il est également recommandé de favoriser l'argumentation entre élèves par le biais de discussions ou de débats, en gardant toutefois à l'esprit que toutes les opinions ne se valent pas, car certaines sont étayées par des faits ou des faisceaux de preuves. Il conviendra donc d'apporter un soin particulier aux thématiques sélectionnées pour les débats et peut-être d'éviter, à tout le moins au départ, des sujets dits chauds. Il sera également de bon aloi d'associer les diverses situations concrètes rencontrées au cours des enseignements aux concepts généraux ou abstraits composant l'esprit critique qui s'y rapportent, pertinence des arguments, fiabilité des sources, etc., et de rendre les stratégies utilisées et les avantages qu'il y a à les utiliser explicites dans le but de favoriser le développement chez les élèves de capacités métacognitives. Enfin, il sera profitable de faire produire de nouveaux exemples par les élèves. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des bases utiles sur l'éducation de vos élèves à l'esprit critique, aussi bien sur le plan des mécanismes cognitifs mis en œuvre que sur la définition et le cadrage précis du concept tel qu'envisagé par le conseil scientifique, ainsi que sur des pistes de mise en œuvre dont vous pourrez vous saisir pour opérationnaliser cette éducation au sein de vos enseignements. J'aurai plaisir à vous retrouver pour d'autres vidéos. Au revoir et à bientôt.